Bonjour, je suis Lisa-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je m'entretiens avec des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invitée est Madame la bâtonnière, Françoise Arthur, et je remercie à nouveau Monsieur le bâtonnier, Jean-Charles Menguer, pour cette recommandation d'une avocate poitevine, et plus spécifiquement pictavienne, qui permet donc à Fleur d'Avocat d'être présent aussi dans les territoires, en province, bref, ailleurs qu'à Paris. Françoise Arthur est avocate au barreau de Poitiers depuis 1984 et elle est associée d'un cabinet d'avocates. J'ai bien dit d'un cabinet d'avocates, et d'ailleurs c'est quelque chose dont nous parlons dans l'interview. Et elle intervient en droit des personnes, principalement en droit du travail. Vous le savez déjà, la meilleure manière de soutenir le podcast, c'est de laisser un avis et 5 étoiles sur iTunes. Vous pouvez aussi partager le podcast avec des amis ou avec des collègues, leur en parler. Et vous pouvez aussi me recommander un ou une avocate épanouie. Alors je dois reconnaître que j'ai beaucoup plus de recommandations d'avocates épanouies que d'avocats épanouis. Et parmi les hommes, parmi les avocats, j'ai encore moins de recommandations de collaborateurs. Donc voilà, vous savez à peu près ce qu'il en est des recommandations qu'on me fait. Je profite du confinement pour, quitte à interviewer des personnes qui ne sont pas à Paris, quitte à faire des interviews à distance, pour interviewer des avocats de province et aussi pour interviewer des avocats à l'étranger et en particulier des avocats français ou des Français qui exercent comme avocats à l'étranger. Donc si vous connaissez un ou une avocate qui est française de préférence et qui exerce à l'étranger et qui est épanouie toujours, eh bien envoyez-moi un petit mot, parlez-moi de cet avocat ou de cette avocate et je me ferai un plaisir de profiter du confinement pour l'interviewer. J'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien également. Et voilà, je ne vous embête pas plus avec mon introduction et je vous laisse en compagnie donc de Françoise Arthur et moi-même. À la semaine prochaine. Bonjour Françoise Arthur. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Avec plaisir. Alors Françoise, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocat. Bon alors ça c'est une longue histoire. Je ne l'ai su d'ailleurs je crois qu'après. Je n'ai compris qu'après pourquoi je faisais ce métier. C'est souvent le cas. Je dirais dans un premier temps un peu par hasard, par des rencontres. Puisque moi j'ai un parcours un peu particulier. J'ai été une étudiante active mais pas très productive. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs années de fac. Moi j'ai commencé, j'ai passé le bac en 74. Donc, vous voyez, ça remonte. Et on n'était pas très très loin de 68. Bon, on était encore dans un état d'esprit relativement détendu sur notre avenir. On n'était pas angoissé, etc. Donc j'ai cheminé. J'ai fait quelques facs, sans savoir exactement où j'allais aller. Et puis j'ai terminé par entrer dans un cabinet d'avocats. Mais comment ça, vous avez fait quelques facs? Vous avez fait lettres, oui. philo Oui, j'ai fait. Effectivement, j'ai fait langue, j'ai fait lettres. Après, je suis rentrée dans un institut pour faire du secrétariat. Après, j'ai fait une année de préparatoire à l'école. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tous ces changements? Pourquoi tous ces changements? Parce que je crois que j'avais un appétit démesuré. C'est-à-dire que j'avais envie de goûter à plein de choses. À l'époque, on ne s'interdisait rien du tout. On faisait absolument ce qu'on avait envie. Et au bout d'un moment, quand même, il a fallu quand même que je m'oriente sur quelque chose d'un peu pratique. Et je suis arrivée au bout d'un certain nombre d'années de fac où j'avais appris plein de choses, mais je n'avais pas été très productive en termes de diplôme, ce qui ne m'angoissait absolument pas à l'époque. Et à l'époque, on n'était pas angoissé du tout par ça. Et finalement, je me suis dit, à un moment donné, il faut quand même que j'ai un outil dans les mains pour pouvoir faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça que je suis rentrée dans un lycée professionnel pour faire un BTS de secrétariat.
que j'ai eu sans difficulté. Mon idée après, c'était de me dire, bon, je vais travailler pendant 6 mois, puis je vais voyager pendant 6 mois. Vous voyez qu'on est loin à l'époque. Et puis, j'ai rencontré, par des relations communes, un cabinet d'avocats. Et donc, j'ai commencé à me dire, je vais faire ça. Je vais travailler pendant 6 mois dans un cabinet d'avocats, puis après, je ferai autre chose. Et puis finalement, dans ce cabinet d'avocats, on m'a dit, mais tu sais, tu pourrais peut-être avoir des équivalences finalement, en droit, etc. Et donc, une fois qu'effectivement j'ai fait ça, j'ai basculé à la fac de droit et en même temps que je faisais mon boulot, j'ai passé les... Donc finalement, pas de voyage. Donc finalement, pas de voyage et je suis tombée dans cet exercice professionnel qui m'a plu tout de suite. Donc tout de suite, dès le stade secrétariat oui. Au sein du cabinet, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui vous a plu ? Bon, ce qui m'a plu, c'est la défense. Ce qui m'a plu, c'est ça. En plus, j'étais dans un cabinet militant qui défendait à l'époque les objecteurs de conscience, qui défendait les paysans travailleurs qui étaient dans les contrats d'intégration, qui défendait évidemment les causes féministes, etc. Donc tout cet aspect-là militant, moi j'étais ravie là-dedans, parce que ça me correspondait complètement. D'ailleurs, j'ai bien vu que je suis dans un cabinet d'avocate. Oui. Alors ça, je sais pas pourquoi c'est des... Mais non, mais c'est formidable. Moi, j'ai jamais vu, même dans des cabinets où il n'y a que des femmes, cabinet d'avocates. Si. Alors ça, mais c'est formidable. Mais c'est juste, je l'ai noté parce que c'est la première fois que je vois ça. Donc voilà, c'est la parenthèse, mais du coup. Oui, effectivement, et c'est pas le fruit du hasard. Hein, si nous sommes un cabinet d'avocates, y compris d'ailleurs sur notre adresse mail, etc. C'est avocate. Ouais. Voilà. Donc, mais en même temps, on n'est pas. Je veux dire, il se trouve que c'est comme ça. Il y aurait un collaborateur homme, ça se ferait sans problème. Hein. C'est vrai, là je fais une parenthèse, je fais une irruption parce que vous avez mentionné ce cabinet et ça vous a toujours tout de suite plu et vous soulignez notamment que c'était un cabinet militant. Ouais. Et quelque chose me dit que ça va faire un peu partie de votre fil de vie parce que mine de rien j'arrive aujourd'hui de nombreuses années plus tard et c'est un cabinet d'avocate. Voilà, c'est ça. Bref, donc ça vous a tout de suite plu et notamment le fait que la défense et la défense de cause dans un engagement, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que le droit devait être au service de quelque chose. Voilà. Le droit, la technique, j'adore. Hein, j'aime beaucoup ça, raisonner juridiquement, faire des belles démonstrations, penser, organiser, structurer, j'adore. Mais c'est toujours au service c'est pas une fin en soi. Voilà. Donc c'est au service de valeurs, de choses comme ça, qui moi me disent quelque chose. Donc oui, il y a toujours eu pour moi une nécessité d'avoir une cohérence entre ce que j'avais envie de défendre et ce que je défendais. Voilà. Et donc vous faites les équivalences, ça fonctionne ? Vous avez eu des équivalences avec la fac de droit ? Oui, c'est-à-dire que comme j'avais un BTS de secrétariat, j'ai pu rentrer directement en seconde année. Et donc après, j'ai été jusqu'à la maîtrise. À l'époque, c'était une maîtrise. Ouais, tout en travaillant du coup dans ce cabinet. Oui, tout en travaillant, voilà. Mais comme auparavant, j'avais fait une année de prépa pour rentrer à l'école normale supérieure d'enseignement technique, l'ENSET, j'avais ingurgité en réalité en 6-8 mois les 2 premières années de droit. Ce qui fait que quand je suis arrivée avec mon travail à mi-temps dans le cabinet d'avocat, on me réexpliquait ce que j'avais appris. Et en plus, je suis arrivée avec une certaine maturité, parce que j'étais un peu plus âgée que les autres, forcément. Et donc, tout ça, bon an, mal an, m'a permis finalement de traverser ça sans trop de difficultés. Voilà. Et donc, vous devenez avocat ? Oui, je deviens avocate. Vous prêtez serment. Vous continuez à travailler dans ce même cabinet ? Oui, je travaille dans le même cabinet. Et en plus, je deviens associée tout de suite. Ah oui. Ce qui est une exception. C'est-à-dire que j'ai dû être collaboratrice pendant 15 jours, grosso modo. Il y a un autre exemple, c'est Vincent Filola à Paris, qui, et puis beaucoup plus tard, pour le coup, parce qu'on pourrait dire c'était l'époque, c'était plus simple et tout. Mais ouais, pareil, stage, et tout de suite il a été associé, c'est ça. Une sorte de coup de foudre, et donc vous, ça a été votre cas. C'est ça. Alors, il faut dire que
du coup, on se connaissait, puisque j'avais travaillé 2-3 ans en qualité de secrétaire avant le temps de finir mes études, on se connaissait bien. Et les 2 avocats associés à l'époque ont créé leur société civile professionnelle pour m'accueillir. Et donc, j'ai été sur les fonds baptismaux, finalement, de cette société. Et donc, on a démarré, moi j'ai démarré tout de suite en qualité d'associé dans cette structure. Et vous étiez une vraie associée ? Alors, qu'est-ce que vous entendez par vraie associée ? Je veux dire, est-ce que vous aviez un pouvoir décisionnel ou est-ce que vous étiez associée que sur le papier ? Alors, on va dire qu'en termes générationnels, j'étais un peu l'enfant du cabinet, quand même. Puis moi, j'avais tout à apprendre dans ce métier. Et il y avait un fonctionnement qui était quand même assez transparent entre nous, mais on n'a jamais été, en tout cas moi, je me suis jamais sentie sur un pied d'égalité avec les 2 autres qui avaient, quand je suis arrivée, ils avaient 13 ou 15 ans de bar chacun. Bon, et vous savez pourquoi ils vous ont associé ? C'était un vrai affectio societatis, c'est-à-dire que j'étais vraiment l'enfant du cabinet. Ils avaient envie de travailler avec moi. Et j'ai vraiment été accueillie dans cette structure sans... alors après, les choses se sont plus compliquées, mais vraiment, quand je suis arrivée, ma place était quasiment faite, quoi. Ils étaient ravis. Et à ce stade, qu'est-ce que vous faisiez comme exercice ? Alors, je faisais on faisait du droit des gens, du droit des personnes, essentiellement. Il y avait déjà du droit du travail. Il y avait du droit pénal, il y avait du droit de la famille, il y avait ça. Moi, je n'ai jamais exercé dans les exercices droit des affaires, droit bancaire, ou avec des clientèles institutionnelles, comme on dit. J'ai toujours eu une clientèle intuitu personnée, de particuliers, sauf en ce qui concerne le droit du travail, où j'ai des comités d'entreprise, où j'ai des organisations syndicales, où là on est un peu plus structuré dans les défenses. Et c'était à Poitiers déjà ? Oui. Ouais, vous avez toujours exercé J'ai toujours exercé à Poitiers et j'ai toujours trouvé de l'activité ici, sans problème. Et donc vous êtes non pas collaboratrice mais associée de ce cabinet, vous faites vos premières armes. Comment vous vous souvenez de comment vous vous sentiez ces premières années comme avocate ? Alors je vais vous expliquer, c'est très simple, je plaidais le jour, la nuit, la veille, le lendemain, le surlendemain. C'est-à-dire que j'étais complètement envahie par mes dossiers. J'ai comme tout le monde, on parlait de questions, d'interrogations sur est-ce que je suis légitime dans ce que je fais, et donc en plus, comme j'étais associée tout de suite, je me sentais une responsabilité encore plus importante que je pense que si j'avais été collaboratrice. En tout cas, j'ai tout de suite eu des rendez-vous, j'ai tout de suite eu de la clientèle, j'ai tout de suite eu une autonomie dans mon travail. Et je me souviens d'une anecdote qui en dit long sur mon état d'esprit à l'époque, puisque j'avais quelqu'un qui était venu me voir pour prendre une consultation et je le raccompagnais à la porte après la consultation et je voyais bien que cet homme attendait pour régler quelque chose. Et je lui ai dit, mais sans aucune hésitation, je lui ai dit, mais je ne vous dois rien. C'est formidable. Voilà. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit non, là, il va falloir que je fasse quelque chose. Ça ne va pas être possible. Donc il a éclaté de rire, cet homme. Comme quoi les clients sont toujours bienveillants. Enfin bon, moi je trouve. Il a éclaté de rire, il me dit, parce qu'en plus vous envisagiez de me donner quelque chose. Voilà, je reviendrai vous voir, il n'y a aucun problème. Donc c'était avec beaucoup d'humour et c'était sympa. Mais ça m'a marqué parce que c'est sorti. J'ai dit ça immédiatement, ce qui en disait long sur comment je me sentais moi en capacité, toute jeune, dans le métier, pour être effectivement en capacité d'avoir cette place-là. Mais après, ça se règle. Oui, ça se règle très très vite, ça. Mais c'est drôle, au début, c'était drôle. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette association ? Comment ça s'est poursuivi ? Alors, j'étais c'est des choses qui arrivent, j'étais dans un cabinet où les avocats fondateurs étaient un couple, à la ville et professionnel. Et le couple s'est défait. Voilà, le couple se défaisant, ça a provoqué un certain nombre évidemment de départs. Et puis moi je suis restée avec l'avocate qui était là.
Et puis après, la vie, ça fait aussi qu'on s'est séparés il y a maintenant, ça va faire 13 ans. Ah, donc vous êtes restés très longtemps ensemble? On est restés facilement 25 ans ensemble. Ouais. Et ces années, comment est-ce qu'elles se sont poursuivies? Est-ce qu'il y a eu des pics, en haut, en bas, des éléments marqueurs? Oui, bien sûr, il y a eu... il y a d'abord la vie personnelle, ma vie de famille qui s'est installée, etc., les enfants, enfin, voilà. Il y a eu, une recomposition pour se replacer dans le cabinet, en termes de chiffre d'affaires, en termes de tout ça, parce que tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Tout à fait. Par rapport à ça. Donc, comment on développe sa clientèle, comment on a la reconnaissance du public, de la alors clientèle, vous, justement? Moi, je n'ai pas eu de difficulté. C'est-à-dire que ça s'est fait de manière, je dirais presque sereine, quoi. Enfin, ça s'est fait sans difficulté. J'ai toujours eu de l'activité, j'ai toujours eu... je n'ai jamais eu de problème j'ai pas eu de cas de conscience pour dire est-ce que je prends ce dossier-là, est-ce que je le prends pas. Tout s'est fait de manière vraiment harmonieuse, quoi. Alors, le bouche à oreille. Alors le bouche à oreille, le militantisme aussi, puisque alors, moi je fais partie du syndicat des avocats de France. J'y suis allée. Depuis le tout début? Oui, je crois même que j'y étais avant même d'être avocate. Tellement j'ai trouvé là des gens avec une communauté de pensée, etc. Et cette vision des choses dont je vous parlais, c'est-à-dire le droit, c'est pas une fin en soi. On en fait quelque chose au service d'eux. Donc ça a vraiment été une université de tout, pour réfléchir, pour confronter les idées, pour aller dans des actions qu'on souhaitait faire, etc. Donc moi j'ai adoré ces années-là. C'était quoi les actions ? Les actions, c'était par exemple soit des mouvements de grève, soit c'était des défenses collectives à un moment donné. Moi je me souviens, on a été, donc ça remonte à longtemps, mais il y avait des mouvements autonomes chez les Bretons, chez tout ça. Il y avait des défenses, toutes les défenses contre pour les objecteurs de conscience. Tout ça, c'était des débats, des discussions, des procès, et c'était sympa parce que il y avait une sorte d'effervescence, voilà. Et on avait un sens dans ce qu'on faisait, mais aussi sur l'accompagnement, toute la bagarre sur l'aide juridictionnelle, sur l'accès au droit, sur tout ça. Donc, non, vraiment des moments de plaisir, des moments de bonheur, d'échange, de rigolade. Super. Moi, je me souviens aussi qu'on avait, on se disait ça d'ailleurs avec le magistrat, mais on avait, ce qu'on a perdu aujourd'hui, mais pourquoi pas le retrouver, mais il y avait quelque chose de joyeux dans tout ça. C'est-à-dire qu'on était... moi, j'ai jamais eu le sentiment d'être dans quelque chose de pesant, de contraint, et j'ai toujours eu le sentiment que j'avais une liberté de ton, de pensée, de parole. Voilà, j'ai toujours eu pensé ça, je le pense toujours d'ailleurs. Après, on vieillit un peu, donc on est un peu moins, impertinent, même si dans le fond, on est indocile toujours, mais on n'est pas toujours impertinent, mais toujours indocile. Et moi, je me souviens de trucs, je racontais ça aux étudiants, je me souviens de plaidoiries invraisemblables qu'on a fait en accord avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans... on se moquait pas des gens, on se moquait pas des juges, on se moquait de personne, mais on était dans des exercices parfois rigolos. Qu'est-ce que vous voulez dire par invraisemblable ? Comment ça ? Quand vous dites on a fait des plaidoiries invraisemblables. Oui, parce qu'on a, par exemple, mais ça c'est connu, mais moi j'ai fait des paris, c'est-à-dire on va dire une phrase qui n'a pas de sens, il faut que les autres... les confrères et les magistrats savent que c'est une blague. C'est ça. Par exemple, à titre d'exemple, moi j'avais un dossier en droit du travail que je devais plaider, enfin on était plusieurs à le plaider, et c'était un dossier qui concernait une infraction formelle, donc les enjeux étaient relativement limités, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas mort d'homme, il n'y avait pas d'accident du travail, c'était pas des trucs comme ça, mais c'était, je sais plus ce que c'était, bref, n'importe, un truc sur la sécurité, je sais plus.
Et donc on s'était dit, on va chacun, parce qu'on était plusieurs, il y a plusieurs organisations syndicales, et puis il y avait évidemment l'employeur, il y avait le parquet, et le tribunal, et on avait dit, chacun on va dire une phrase qui n'a rien à voir. Donc moi, je devais dire, la queue de l'âne qui boit ne peut pas chasser la mouche. Et la queue de l'âne qui boit ne peut pas chasser la mouche. Oui, ce qui est pas si facile que ça. Et une autre devait dire, le crocodile pleure au fond du marigot. Et un autre devait dire, il fait quand même plus chaud la nuit que dehors. Donc tout ça, on avait mis la présidente correctionnelle dans la combine en lui disant, on va vous dire des phrases. Voilà, parce qu'on voulait que les choses... Et le parquetier était aussi dans la combine. Et je me souviens, cette affaire est appelée, et je ne sais plus pour quelle raison, cette affaire n'avait pas pu être retenue. En fait. Non. Si. Alors, elle n'avait pas pu être retenue, je ne sais plus pourquoi, il y avait un truc. Et donc, elle allait être renvoyée, je ne sais plus pour quelle raison, mais on était tous d'accord qu'elle ne pouvait pas être retenue. Et on va voir la présidente qui appelle le dossier, on lui dit, ben voilà, on a cette difficulté-là. Et la présidente a dit, mais moi je refuse le renvoi. Mais je veux que vous plaidiez ce dossier. J'ai dit, hors de question de renvoyer. Donc c'était rigolo, on avait un truc... Voilà, c'est quand je dis que c'était joyeux comme exercice, c'est qu'à un moment donné, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et qu'est-ce qui, à votre avis, qu'est-ce qui fait que c'est moins le cas maintenant ? Je sais pas parce qu'en fait, quand je raconte ça, tout le monde rigole et puis se dit ouais c'est super. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est parce que on est plus nombreux ? Est-ce que c'est parce que alors on avait un autre rapport avec les juges, parce que les juges n'étaient pas des juges TGV. C'est-à-dire les juges ils habitaient sur place, donc on les voyait. Et puis les palais n'étaient pas ce que deviennent les palais, c'est-à-dire des lieux extrêmement sécurisés. Donc on pouvait se balader. On n'avait pas le sentiment d'être en danger nulle part. On était chez nous. Donc on se croisait. Donc je pense que ça permettait une certaine proximité. Puis il y a aussi, c'est pas n'importe quels avocats qui faisaient ça avec n'importe quel juge. Il y avait aussi une sorte on se reconnaissait en disant on est capable à la fois de faire le boulot. On se reconnaissait entre impertinents. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est à la fois capable de faire le boulot sérieusement et en même temps on est capable d'avoir suffisamment de distance pour se faire plaisir de temps en temps. Voilà. Ouais. Et puis il y avait des plaidoiries aussi que j'ai faites moi, parce que j'avais un côté pitre un peu quand même, et je faisais soit la plaidoirie rurale, soit la plaidoirie pincée. Notamment en droit de la famille. Et là, c'était drôle aussi. Alors, c'est quoi la plaidoirie rurale ? Eh bien, la plaidoirie rurale, c'est plaider avec un accent rural. Voilà. Et je me souviens, j'avais un dossier. Est-ce que vous pourriez nous parler avec un accent rural pour oui. Mais oui. Il faut que les auditeurs parisiens comprennent. Ah ben oui, ça c'est sûr. Parce que je suis très écoutée à Paris. Ah oui. Alors, je vais vous dire, c'est simple. J'ai plaidé pour une dame qui vivait dans une ferme d'agriculture, et son mari, c'était une belle histoire parce que son mari avait la quitté, ça c'est pas sympa pour elle, mais son mari la quittait pour un amour de jeunesse qu'il avait rencontré dans la résistance. Donc c'était une très belle histoire en fait. Mais ma cliente était dévastée de ça, est-ce que je comprends bien ? Et elle était très attachée à sa maison. Elle voulait surtout pas partir de sa maison. Et donc, j'avais plaidé le dossier avec l'accent rural en disant au juge, même le juge, il veut crever dans ma maison. Il veut pas partir, il veut crever dans ma maison. Alors, faites bien comme vous voulez, mais moi, il partirait pas. Donc, j'ai tout plaidé comme ça. Et la juge qui était en face de moi pleurait de rire et disait, mais arrêtez, je n'en peux plus. Et donc, mon adversaire qui était à côté, tout le monde rigolait de ça. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que c'était pas c'était plein de tendresse en fait, y compris pour ma cliente. C'était pas une volonté ni de la discréditer, etc. C'était vraiment elle. Et mon confrère qui était à côté me disait, mais c'est elle quoi. C'était mon personnage que je plaidais comme ça, était effectivement cette femme. Ouais. Et donc ils étaient à la fois c'était sympa, quoi, c'était sympa. Et la décision a été une bonne décision. Je prends ces précautions-là pour pas avoir le sentiment de dire que je moquais du monde, etc. C'était au contraire plein de tendresse pour cette femme.
Et c'était vraiment ça. Et c'était une femme qui avait cet accent-là? Absolument. Ouais. Donc quand je la recevais, et c'est pour ça que je l'ai fait, parce que quand vous la receviez, vous exprimiez comme ça aussi? Non, pas du tout. Elle s'exprimait comme ça, mais moi je lui parlais normalement. Non. Mais voilà, j'ai fait ça. Et puis j'avais... donc ça, c'est des choses qu'on arrivait à faire à l'époque, quoi. Et donc c'était drôle, parce que... Voilà. Mais en même temps, je le faisais pas avec n'importe qui, ni avec n'importe quel juge. Évidemment. Et vous le referiez aujourd'hui? Alors je ne crois pas, parce que je n'ai plus cette complicité, je n'ai plus ce... Avec les magistrats? Non. Ah non, aujourd'hui, je ne crois pas que je pourrais le faire. C'est dommage, mais je crois pas que je pourrais le faire. Ou alors, je pourrais le faire avec des juges de ma génération, où on a partagé un peu les choses comme ça. Donc, il faudrait que je fasse devant la cour, par exemple, voilà, dans la cour d'appel. Et il faudrait que j'ai un lien. Alors, il y en a quelques-unes avec qui, je dirais plus quelques-unes que quelques-uns d'ailleurs, quelques-unes avec qui je pourrais éventuellement faire ça, mais bon, maintenant, les choses sont complètement différentes. On est tellement dans des rapports beaucoup plus professionnels. C'est pas qu'on n'y était pas, mais voilà, maintenant, on est... C'est plus strictement professionnel. Oui, et puis il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de... C'est pas joyeux du tout. On rit beaucoup moins. On a ri. Moi, j'ai beaucoup ri pendant mon activité professionnelle, mais là, on ne rit plus du tout. Enfin, en tout cas, pas beaucoup. Et ça vous manque? Oui, ça me manque. Oui, parce que je pense que ce métier est un métier difficile et qu'il faut se ménager et qu'il faut dire qu'on a du plaisir à le faire, il faut partager ce plaisir-là, il faut... être dans la bienveillance aussi avec nos partenaires, que ce soit nos adversaires, nos clients et les juges. Il faut qu'on ait quelque chose de l'ordre du... Voilà, à la fois de la simplicité, à la fois de quelque chose de joyeux. Voilà, parce qu'on a besoin, je trouve. Donc ça me manque, oui. Alors ça, je le trouve quand même avec des confrères, je le trouve parfois avec des juges, mais plus difficilement. Quand vous avez évoqué la vie de famille qui fait irruption dans la carrière, comment est-ce que vous... Alors déjà, la profession à l'époque était quand même beaucoup moins féminisée. C'était comment d'être une femme à l'époque, en 1990, 80-90 dans la profession? Alors, à Poitiers en tout cas. En tout cas, alors moi quand j'ai démarré, on était 90 avocats à peu près, on est 300 maintenant. Les femmes étaient minoritaires. Les femmes qui s'installaient associées tout de suite, je crois bien que j'étais pratiquement la seule à avoir ce parcours-là. J'ai pas souffert, moi directement, d'une discrimination quelconque dans mon exercice professionnel, mais il faut dire que j'étais dans un cabinet militant. Donc ça se posait même pas. Oui, après, c'était les cabinets qui prêchent une chose et qui ne font rien en interne, il y en a. Hein, mais là, en l'espèce, moi, j'étais vraiment... j'ai pas du tout, dans mon activité professionnelle, été confrontée à ça. En plus, comme j'avais un tempérament, j'avais une personnalité, que j'avais pas peur de grand-chose, etc. Je pense que... j'ai pas laissé la place non plus d'une certaine façon à ce que ça puisse s'instaurer, alors que je sais que j'ai des consoeurs à qui le parcours a été beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué. Vous avez le souvenir comme ça, d'un événement où vous avez pas laissé la place justement à ce qu'une chose arrive, ou une parole soit dite, ou... Oui, mais alors ça, beaucoup plus tard, j'ai eu, où là j'ai senti à la fois le mépris de l'avocat parisien sur, une avocate, et deux, une provinciale, enfin vraiment là, parce que j'ai eu un dossier collectif qui concernait 600 dossiers. Donc j'avais toute seule géré 600 salariés dans une procédure collective. L'enjeu était de 6-7 millions d'euros. Donc c'était un gros machin. Et l'avocat parisien, quand il a su que c'était moi et que j'étais toute seule et que je gérais ce dossier-là, a commencé à me dire « Mais vous y connaissez en droit du travail ?»
Donc voilà. Donc, non, d'ailleurs, je ne suis pas avocate. C'est ça. Et donc j'ai répondu, écoutez, vous avez une chance inouïe, non, je n'y connais rien, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Donc ça l'a déstabilisé cette réponse-là, parce qu'il s'attendait à ce que je lui dise, mais qu'est-ce que c'est que ce machin, etc. Je lui ai dit, non, vous allez voir, vous allez vous faire plaisir, je n'y connais strictement rien. Donc effectivement, il ne s'est pas méfié, il aurait dû se méfier. C'est vrai, il ne s'est pas méfié, il vous a cru? Oui. Absolument. Il s'est pas méfié. Mais quel blaireau. Mais absolument. Mais en même temps, si vous voulez, c'est retourné contre lui parce que à l'audience, sans rentrer dans le détail, mais à l'audience où j'avais 300 salariés derrière, c'est un peu... c'est un moment, ouais, un gros moment. Devant le Conseil des prud'hommes, il s'est avancé pour soutenir un argument qui ne tenait absolument pas. Donc je l'ai, mais là, dépecé, sur place et tout, etc. Et donc... il a tout ramassé ses petites affaires et puis voilà. Et donc voilà. Donc ça, il y a des moments comme ça un petit peu plaisants. Oui. Hein, je veux dire. Alors que c'est pas mon naturel, ça. J'aime pas. Je préfère l'argument qui est pertinent plutôt que les grandes envolées, machin. Bon. Qui sont, voilà. Et enfin, je passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Comment vous vous sentez quand vous êtes toute seule et que vous avez un gros dossier avec 300 salariés et des énormes enjeux financiers qui vous tombent dessus? Eh ben, j'ai une adrénaline à fond. Beaucoup d'adrénaline. Donc là, on est... voilà, c'est juste génial, quoi. C'est juste génial. Alors, il y a un côté un peu vertigineux, un côté un peu terrifiant, hein, mais en même temps, c'est des poussées d'adrénaline. Comment vous l'avez décroché, ce dossier? Je l'ai décroché par la voie syndicale, puisqu'il y avait... j'étais dans les réseaux de défense syndicale et ça m'est arrivé voilà, par ces réseaux-là. Et donc j'ai commencé par faire un rôle de conseil auprès du... C'était les dossiers CAMIF. Donc CAMIF ici, c'était une entreprise assez importante à Niort et qui brassait beaucoup. Voilà. Et donc qui a commencé à décliner, etc. Donc moi j'ai commencé à être le conseil du comité d'entreprise de la CAMIF. Et puis après, il y a eu ce gros dossier de licenciement économique dans lequel je suis arrivée. Voilà. Et puis ça s'est fait petit à petit. Voilà. Et pour revenir à l'irruption vie perso dans la carrière, enfin, sachant que vous avez tout de suite été vous avez tout de suite été associé, donc vous étiez tout de suite dans le souci de développement et de financier. Enfin, quand bien même au début vous vouliez payer vos clients pour l'amabilité qu'ils avaient de venir vous consulter, ce que je comprends tout à fait. Je serais tout à fait capable de faire ça. Comment vous avez adopté cette posture sur le long terme et surtout au moment d'être enceinte et d'avoir vos enfants et de vous arrêter? Enfin, comment est-ce que vous avez géré ça dans votre carrière? Alors, vous étiez associée, si je comprends bien, parce que Oui, j'ai été associée tout de suite. Alors, il faut se replacer. Moi, j'ai commencé en 84. Donc, il faut se replacer à l'époque où, encore une fois, on n'avait pas la préoccupation qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que on n'était pas inquiet. C'est difficile de le penser aujourd'hui, mais à l'époque, moi en tout cas, je n'étais pas inquiète. Les dossiers arrivaient, quoi. Les dossiers, l'activité arrivait. Je n'avais aucune prétention financière. J'étais même émerveillée d'avoir autant de sous, que ça marche comme ça, d'avoir des clients, etc. Donc, il faut dire aussi que j'étais quand même accueillie dans une structure qui m'a ouvert la porte, c'est pas toujours le cas, hein, donc c'est pour ça que ma situation était un petit peu atypique par rapport à d'autres. Et donc, en tout cas, on n'était pas inquiet, ça allait marcher, ça allait fonctionner, on était plus inquiet de est-ce qu'on fait bien notre boulot que comment ça va marcher. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose, et on vit pas du tout le même climat. Après, lorsque les enfants sont arrivés, alors chez moi, ils sont arrivés tard, parce que j'ai fait mes enfants tard, c'est arrivé parce que c'était le moment, quoi. Enfin, je veux dire, je ne me suis pas posé 36 000 questions non plus. Et vous avez réussi à vous arrêter? Alors, il faut dire que j'ai eu des jumelles. Je ne sais pas si c'est une question de rationalisation du temps. Pas. Mais en tout cas, j'ai fait 2 enfants en même temps, ce qui m'a réglé un certain nombre de problèmes finalement. Et je me suis arrêtée, mais pas très longtemps en fait. Alors, je me suis arrêtée quand même parce que
Il a fallu que je sois hospitalisée quelques semaines, le temps que les bébés grossissent, parce qu'il y avait un problème pas grave, mais un problème d'hypotrophie, peut-être éventuelle pour une des filles. Donc j'ai été hospitalisée un certain temps, mais je ne me suis pas arrêtée comme on s'arrête maintenant les 16 semaines. C'était plus court que ça, parce que comme j'étais associée aussi, il fallait quand même que je revienne assez tôt. Ouais. Et mon mari, lui, a été quelqu'un de très présent. S'il n'avait pas été aussi présent, je ne sais pas comment on aurait fait, quoi. Hein. Donc c'était vraiment là, du coup, un projet à deux. Hein, ouais. Voilà. Donc ça s'est passé. Alors, par contre, avec le recul, je regrette de ne pas avoir eu plus de temps avec les petites quand elles sont nées. J'aurais aimé prolonger un peu, hein, c'est sûr. Mais bon, en même temps, ça s'est fait, c'était mes choix de vie. C'était une autre époque aussi. Oui, et puis les filles ne sont pas... Quand elles étaient petites, les filles, elles m'ont posé, je sais pas, elles avaient quoi, 6 ans peut-être, 5-6 ans. Il y en a une qui m'a dit, mais pourquoi tu fais pas le même métier que papa? Et mon mari, il était astit à l'époque, et astit maternelle en plus. Et elle me dit, mais pourquoi tu fais pas le métier que papa? Alors j'ai dit, je crois pas que je saurais faire ce métier-là. Et puis, il y en a une qui me dit, c'est vrai que tu es beaucoup moins patiente que lui, finalement. Donc, c'est pas faux. Voilà, donc finalement, bon, moi je suis... en tout cas, je fais ma génération, je crois, comme on a été élevés, nous, les filles, on n'est pas... on n'a pas été, en tout cas, dans une culpabilité de se dire... c'est quelque chose que je sacrifie. Voilà, moi, j'ai pas été comme ça. J'ai pas vécu ça comme ça. J'ai toujours pensé que... voilà, mes choix de vie, c'était les miens, et que peut-être que les filles, finalement, elles avaient quand même plus de chances d'avoir une mère hyperactive et qui soit, voilà, plutôt qu'à la maison, et qu'elle la supporte plus parce qu'elle n'est pas trop patiente, quoi. Ouais. Non, mais c'est un peu... Enfin, je pense qu'effectivement, il y a aussi une grosse question générationnelle, parce que ma mère, je pense que vous êtes un peu de la même génération, c'est pareil, ma tante, c'est pareil... Et il y a vraiment ce côté, oui, non, on travaillait, et puis bon, on gérait les enfants, voilà, accessoirement, quoi. Mais après, elles ont eu... Enfin, je pense qu'il y avait peut-être une plus grande tolérance pour le fait d'avoir 3 vies en une. Oui. Oui, et puis, encore une fois, il y avait... comment dire, il y avait pas ce sentiment, cette anxiété, voilà, qu'on ressent aujourd'hui. Nous, on a eu la chance de ne pas vivre cette anxiété-là, socialement, dans les relations. Alors, ça n'empêchait pas les familles tuyaux de poil, les complications. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a eu des parents et qu'on était des enfants, etc., qu'il n'y avait pas de soucis, bien sûr que si. Mais fondamentalement, il n'y avait pas un fond d'anxiété comme on ressent aujourd'hui dans la vie, enfin dans la société. Ouais. On n'avait pas ça. Il y avait un côté joyeux, voilà, c'est ce que je vous disais, joyeux, léger, t'es pas inquiet, hein, voilà. Alors ça, on a quand même un peu, enfin, en tout cas j'espère, transmis ça à nos enfants, en disant, mais ne vous interdisez rien, faites, quoi. Après ils nous regardent en disant, mais ils sont juste pas bien ces gens-là, parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ouais, j'ai vu passer une étude qui dit que les lycéens et les étudiants d'aujourd'hui font péter tous les plafonds en termes de niveau d'anxiété, et notamment pour les examens, les études, la réussite, tout ça. Et je pense que c'est... on dit souvent que c'est les parents qui mettent la pression, mais je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y a fondamentalement quelque chose d'anxiogène dans ce qu'on vit actuellement, et les enfants les jeunes sont complètement imprégnés de ça, et il faut en prendre conscience, quoi, parce que c'est une réalité. Moi, je vois même dans les élèves avocats qu'on voit, ils sont tous on sent que c'est... Voilà, ils sont plus inquiets qu'heureux, quoi. C'est dommage. Ben c'est ce que j'observe aussi avec les élèves avocats et les jeunes avocats avec qui je suis en relation. Vraiment une inquiétude
Et si je fais pas le choix de la bonne option, Oui, le bon c'est ça. stage, et nanana, et puis si voilà, enfin beaucoup d'anxiété sur les potentielles conséquences d'un choix, etc. Et je le comprends parce que, bon, moi c'était il y a maintenant 5 ans, mais enfin plus, mais en tout cas j'étais aussi très anxieuse. Oui, alors que quand... Moi j'ai une fille, j'ai donc 2 filles, elles ont toutes les deux fait les mêmes études. Et il y en a une, quand elle est arrivée au bout de ses études, elle a dit c'est pas ça que je veux faire autre chose. Pas de problème. Après, ça a été qu'est-ce que je vais faire. Donc il y a eu un moment, machin. Et quand elle a trouvé son truc, ben, on a une gamine, enfin qui n'est plus une gamine maintenant, mais voilà, heureuse, épanouie, voilà. Donc quand on se dit, il faut vraiment rien s'interdire, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, faut rien... Alors après, bien sûr, on peut pas. C'est un rapport à la réalité qui est différent. On n'est pas tous égaux non plus dans les choix des possibles. Non. Mais c'est vraiment un état d'esprit. Voilà, on ne s'interdit rien. Il n'y a pas de raison qu'on s'interdise quelque chose. Voilà. Et ça, oui, c'est plus oui, se faire confiance en soi, ça rejoint ce que vous disiez, s'autoriser, voilà, se faire des choses. J'explique aux auditeurs, parce qu'avant de commencer cette interview, on a un petit peu discuté de mon activité. Donc j'ai expliqué les formations que je donne, et c'est pour ça que Françoise rebondit sur la notion de confiance en soi. Parce que j'ai donc une formation sur la confiance en soi. Et vous dites qu'il ne faut rien s'interdire. Vous avez parlé de votre engagement militant, notamment au sein du syndicat des avocats. Vous avez parlé de votre impertinence dans les prétoires. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez dans la catégorie « il ne faut rien s'interdire » Oui, je crois qu'il faut... alors, ça peut paraître paradoxal, mais à la fois, il ne faut rien s'interdire... Et en même temps, il ne faut pas oublier ses fondamentaux. C'est-à-dire qu'il faut être exigeant avec soi-même aussi. Ce qui n'est pas toujours facile. C'est-à-dire que, bon, allez, je vais laisser tomber ça parce que finalement, voilà, je vais prendre un dossier même si je ne le sens pas, mais je vais le prendre quand même parce que... voilà, oui, je fais un peu d'entorse à ce que je pense, mais c'est pas grave, etc. Ça, cette rigueur-là, je crois qu'il faut rien s'interdire, mais il faut pas tout s'autoriser non plus. Vous voyez, je sais pas si je m'explique bien. C'est intéressant parce que vous dites pas... l'exemple que vous donnez, c'est pas « ah, je vais quand même prendre ce dossier même si je le sens pas ». C'est pas, par exemple, je vais quand même prendre ce dossier parce que, bon, ça va rapporter de l'argent ou autre. Vous êtes sur un truc très dans le ressenti, quoi. Oui, parce que je pense que ça va de pair. Je pense qu'on a une bonne réussite professionnelle quand on sait où on est, quelle place on a et ce qu'on veut faire. Je pense que c'est ça qui fait la réussite professionnelle. C'est-à-dire que moi j'ai toujours pensé que on a une visibilité, on a un réseau, on a une reconnaissance quand on sait qui on est et qu'on peut le dire. Et qu'on peut le faire savoir. Alors, il ne s'agit pas non plus d'être dans une espèce d'ego surdimensionné, etc. C'est pas ce que je veux dire. Mais quand on est identifié, qu'on sait à qui on a affaire, y compris des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, c'est pas le problème. Mais quand on est dans ce registre-là, c'est là où on a une vraie visibilité et c'est là où on réussit. C'est ça que je veux dire. Quand on est dans ces réseaux-là, on choisit ces réseaux ou les réseaux vous choisissent, ça dépend. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait effectivement cette image de marque ou cette personnalité qui fait qu'on sait à qui on s'adresse. Ça, je crois que c'est essentiel dans notre métier d'avocat. Parce que l'on intervienne, quel que soit le domaine, qu'on soit dans le conseil, dans le juridique, dans le judiciaire, dans plutôt les sociétés, plutôt les fusions-absorptions, plutôt tout ça, peu importe. Moi, je connais des tas de gens dans tous ces savoir-faire-là, dans tous ces... comment dire, parce que j'ai été bâtonnière, donc j'ai une expérience aussi au niveau des gens que je peux rencontrer, dans les conseils de l'ordre, etc. Et j'ai toujours fait alliance avec des gens, et ils ont fait alliance avec moi, qui étaient sur ça. C'est-à-dire on sait qui on est, d'où on est, quelle place on a et qu'est-ce qu'on a à dire. Alors ça paraît peut-être un peu, dogmatique ce que je dis, mais en fait non. Et ça se décline au quotidien. Par exemple,
Je vais vous donner un exemple, et c'est pas, ça envoie un autre, mais c'est pour illustrer le propos. Moi, je fais de la défense salariée, je ne fais pas de la défense employeur. Et je ne prends pas de dossier employeur. Y compris lorsque le dossier employeur va effectivement... voilà, il y a des employeurs qui m'ont approché, j'ai dit non. Non pas parce que votre procès n'est pas bon, non pas parce que, je considère qu'il n'y a pas à vous défendre, c'est pas du tout le problème. Mon savoir-faire, ma position, c'est celle-là. Donc j'ai un savoir-faire dans la défense salariée, j'ai pas de savoir-faire dans la défense employeur, et en plus j'ai pas envie. J'ai envie de faire ça, j'ai pas envie de faire l'autre. Donc quand je dis qu'il faut avoir, pas une vision, mais une position, une place qu'on sait. Alors, je dis ça peut être complètement autre chose. Je ne dis pas qu'il faut être binaire, etc. Ça peut être complètement autre chose. Mais en tout cas, pouvoir dire, voilà, moi, ce que je fais, c'est ça. Oui, et voilà. Je le fais comme ça. Voilà. Et quitte à refuser des dossiers, on est gagnant. On est toujours gagnant. Même y compris, parce que j'ai eu, moi, des clients qui me sont venus par d'anciens adversaires, par exemple, et qui me sont venus comme ça. Parce qu'on a une communauté de valeurs, voilà, sur lesquelles on se dit on va s'entendre. On est opposés, mais on va s'entendre. Voilà. Et ça contribue au confort de notre activité, qui est une activité quand même difficile, parce qu'on est quand même à porter des conflits, donc ça c'est toujours difficile, mais même si je suis en train de faire une formation de médiateur, vous voyez, en fin de carrière, là ça m'intéresse de faire ça. En plus je fais du processus collaboratif aussi. Mais ça reste du conflit, hein. C'est une autre manière de le gérer, mais voilà, c'est quand même du conflit. Donc tout ça, il faut trouver cette sécurité intérieure et cette confiance en soi, ce dont on parlait, ça, à mon avis, ça passe par ça. D'où je suis, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire, etc. Et ne pas avoir, une fois qu'on a le sentiment d'avoir trouvé son truc, pas le lâcher. Pas le lâcher, parce que c'est ça, à mon avis, qui fait que on est bien dans ce qu'on fait, et puis en plus, on a une reconnaissance. Des autres, du professionnel, tout ça. On a toujours intérêt à se respecter soi-même, voilà, et à respecter ce qu'on veut faire. Est-ce que vous avez l'impression que cette sécurité dans qui vous étiez et dans ce que vous vouliez faire, vous l'avez eu assez tôt et assez facilement, que ça vous a pas trop coûté de l'atteindre? Alors, là, je vous parle au bout de 36 ans de bar. Oui, c'est pour ça que je vous pose cette question. Donc c'est confortable pour moi de vous dire ça. Bien sûr que non. Il y a eu des moments de doute. Il y a eu des moments où je me suis dit, est-ce que je continue ce métier? Est-ce que je le fais vraiment? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que c'est vraiment ça? Qu'est-ce qui a occasionné ces moments de doute? Alors, ces moments de doute, etc., ce sont des moments de fracture dans la vie personnelle. C'est notamment le décès de mon père étant un personnage important dans ma vie. Et quand vous me demandiez au début pourquoi je fais ce métier-là, je vous dis au début je ne savais pas trop, après j'ai compris, puisque, une des raisons, hein, on va faire de la psychologie sauvage, mais j'en ai fait quand même pas de la sauvage du tout. Mais je pense que c'est important aussi de se connaître quand on fait ce type de métier, puis c'est intéressant, tout simplement. Puisque mon père est quelqu'un qui a été avocat, mais à l'époque pour être magistrat. C'est-à-dire qu'à l'époque, les candidats juges faisaient un stage d'avocat. Et donc il a fait son stage d'avocat, il a passé le concours de la magistrature, il ne l'a pas eu. Et il ne l'a pas eu, c'est en tout cas l'histoire familiale qui le dit, peut-être que ça a préservé son ego, mais il ne l'a pas eu parce qu'il est tombé sur une question qui devait être traitée par un de ses copains, qui ne l'avait pas traitée, etc. Donc il s'est retrouvé... Voilà. Et je pense que pendant un certain nombre d'années, j'ai défendu quelqu'un. Voilà. Et donc je pense que c'est ça vient de là, cet appétit. Et donc quand effectivement il est disparu, j'ai été vraiment prise d'interrogation en disant mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est est-ce que cette cause à défendre qui est plus là, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est en fait dans justement ce que je vous disais, c'est dans le regard des autres
qui m'ont regardée en me disant « Mais attends, la place où tu y es bien là. » Non, c'est là où tu dois rester. Et ce sont les autres qui m'ont confortée dans ça. Mais vous voyez, il y a eu effectivement des moments de doute, d'interrogation. Et puis c'est un métier un petit peu prenant aussi. Donc on est fatigué. Je me dirais, tiens, si je faisais autre chose, rien que pour faire autre chose, quoi, de ne pas être... Et alors, quand ça vous a traversé, manifestement, vous êtes toujours là, donc vous n'avez pas cédé. Je suis toujours là. Vous auriez pu faire un break à un moment, je sais pas. J'aurais pu. J'avais des opportunités pour basculer dans l'enseignement ou faire des choses comme ça. En plus, moi, je ne me suis, toujours à cause de cette génération, je ne me suis jamais inquiétée pour moi, c'est-à-dire pour est-ce que je vais trouver de l'activité, pas de l'activité. Je ne me suis jamais inquiétée de ça, même si je quittais les choses. Sauf quand je me suis séparée de mon associé, on a toujours une inquiétude pour dire, voilà, est-ce que... La première fois ou la deuxième? La première fois. Enfin, je veux dire... Non, je me suis non, parce que vous avez eu deux associations. Oui, voilà. C'est le couple qui s'est séparé. Moi, je suis restée dans la structure avec un des membres du couple. Et puis après, avec mon associé, je me suis séparée. Voilà. C'est quand je me suis séparée d'elle que je me suis réinstallée. Là, on a toujours une prise de risque. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, etc. Bon, très très vite, j'ai vu qu'il n'y avait pas de problème. Mais ce dont je parle, c'était vraiment de quitter la profession. Autre chose. Oui. De changer d'orientation. Donc ça m'a traversée pendant quelques mois. Voilà. Et ce qui vous a rattrapé, c'est le goût de la défense, mais véritablement, ce que je vous dis, c'est les autres qui m'ont dit, mais tu fais une connerie, ne fais pas ça, ça n'a pas de sens. Tu es à ta place, tu n'as pas à faire autre chose et tout, etc. Pourtant, ça peut être à double tranchant, parce que ça se trouve, c'est vraiment votre envie, et les autres, ils vous ont mis une étiquette sur le front, absolument. Et en fait, merde, quoi. Oui, absolument. Mais en fait, ils m'ont convaincue, et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand je suis sur un dossier qui me titille, je me fais plaisir. J'adore ça. Quand je vais devoir... Donc ça a été quand même le plaisir. Ah oui. Le plaisir, c'est-à-dire quand même je prends du plaisir à ce que je fais. J'ai des doutes et tout, mais quoi qu'il arrive, je prends du plaisir à ce que je fais. Oui, et ça, si je n'avais pas ce sentiment-là, je crois que j'aurais arrêté. Si j'avais pas eu fondamentalement, si ça n'avait pas pour moi, si ça n'avait pas de sens de continuer, si je ne trouvais pas mon compte, si j'avais pas de plaisir à le faire, j'arrêterais. C'est sûr, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et vous avez mentionné que vous avez été bâtonnière ? Oui, j'ai été bâtonnière à Poitiers en 2014-2015. Et ça a été une expérience super, quoi. Comment est-ce que vous vous êtes lancée dans cette expérience ? Comme pour le reste, j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, alors, il y a quelques personnes qui m'ont dit que je serais crédible, parce qu'il faut quand même avoir un peu d'entourage. Bon. Et en tout cas, vous en aviez envie ? Oui, j'en ai absolument envie. Et puis, j'ai fait un truc qui était rigolo, parce que j'ai fait une vidéo pour ma compagne. C'était 2015-2016 ? 2014-2015. 2014-2015. Et donc, j'ai fait une vidéo, au lieu de faire la profession de foi, machin, tout ça que personne ne lit. Donc, j'ai fait une vidéo avec une copine, on était dans une copine avocate, on a fait ça chez elle, c'était rigolo comme tout. On a ri comme des bossus à faire ça, c'était sympa. Et donc, j'ai fait cette vidéo que j'ai diffusée en une seule fois à l'ensemble des confrères du barreau. Ils étaient scotchés. Ils ont dit, alors ça, on l'avait jamais fait. Donc, voilà. Et en plus, j'ai triomphé sans gloire parce que j'étais la seule candidate. Mais je crois que... Ça n'arriverait jamais à Paris. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, je crois que après le coup de ma vidéo, je crois qu'ils se sont dit, c'est même pas la peine, on va pas y aller parce que... Ouais, on est écrasé on par... va être écrasé. C'est la version que je retiens, évidemment, parce que c'est la plus confortable pour moi. L'autre serait de dire, mais de toute façon, personne ne voulait y aller, oui. Donc c'est la raison pour laquelle j'y suis allée. Mais voilà. Et pourquoi vous aviez envie d'y aller ? Parce que ça m'intéresse. Ça m'intéressait. Parce que ça m'intéressait, parce que je suis attachée à cette profession, évidemment. Parce que j'aime les avocats, parce que je trouve que notre profession, c'est une belle profession, on y rencontre des gens super. Il y a
plein d'humanité dans notre profession. Il y a de l'humanité partout. Parce qu'il y a de l'humanité. Alors, quand je dis humanité, ça ne veut pas dire bisounours. Hein. Quand je dis humanité, ça veut dire relations humaines. Et dans les relations humaines, il y a du bon et du mauvais. Voilà, du bon et du mauvais, du sympa, du pas sympa, du violent, du doux, de tout ce qu'on veut bien. Du bienveillant, malveillant. Mais ça m'intéresse, quoi. Les gens, ils m'intéressent. Voilà, les gens, ça m'intéresse. Et donc, du coup, c'est une profession où il y a toute cette humanité-là. Et puis, le fait d'être bâtonnière, de gérer l'ordre, de gérer, de proposer des choses pour améliorer, etc. Moi, j'adore ça. J'ai l'esprit d'entreprise, voilà, pour faire court. Donc, quand on a l'esprit d'entreprise, ce genre de mandat, c'est sympa, quoi. À faire, on peut innover, après ça marche ou ça marche pas, mais bon, insuffler une dynamique en tout cas. Quelle dynamique vous avez souhaité insuffler quand vous étiez au barreau de Poitiers? Alors, j'ai voulu surtout retrouver du lien, parce que avec l'évolution justement des contentieux, la fermeture des palais, le fait qu'on se voit moins, voilà. Mon idée, c'était vraiment de décloisonner, de pouvoir retrouver du lien, à la fois entre nous, mais avec les magistrats et dans la cité aussi. Donc on a fait des débats, on rentrait les gens, on a discuté, voilà tout ça. Et à l'intérieur de l'ordre, on avait aussi à moderniser un certain nombre de choses. Donc c'était de la petite cuillère jusqu'à au colloque et prendre des déjeuners avec le maire, emmener des jeunes avocats avec moi, enfin bon, faire des trucs comme ça. Ouais. Ouais, donc ça part. Et comment s'est portée votre activité pendant votre bâtonnat? Alors, pas trop mal, parce que j'ai continué à travailler, parce que j'avais une équipe ici qui fonctionnait bien. Des collaborateurs? Oui, on a recruté deux collaboratrices qui ont travaillé, et puis moi j'étais là quand même. Donc moi pendant ce temps-là, j'ai pas beaucoup touché les dossiers, mais j'ai quand même reçu des rendez-vous pour rentrer des dossiers, pour facturer, pour faire tout ça. Et les recevoir en binôme, de manière à ce qu'il y ait quand même une fluidité qui se passe. Oui. Et puis j'ai une associée avec moi, donc qui a continué à bosser et tout. Donc ça s'est pas trop mal passé. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis revenue à temps plein, parce que le bâtonnat, c'est quand même un gros mi-temps, en tout cas ici, quand je suis revenue, il a fallu retrouver les places. Donc ça, c'est pas toujours facile à retrouver. Bon, pour moi, ça s'est pas mal passé. Après, il faudrait interroger les autres pour savoir comment ça s'est passé. Non, mais pour vous... Il y a eu... Non, pour moi, ça s'est pas mal passé. Sauf que j'ai eu un épisode, je pense, d'épuisement professionnel qui s'est passé plusieurs mois après que j'arrive. Et je m'en suis rendu compte, puisqu'un matin, j'avais une semaine qui était un peu plus charrette que les autres. J'avais des déplacements à faire, etc. Et le matin, quand je me suis levée, j'ai dit, je peux pas. C'est simple, je ne peux pas. J'en étais étonnée moi-même, mais j'avais le sentiment. Et j'ai immédiatement, à ce moment-là, reconnu, parce que je travaille un peu en droit du travail et salarié avec le burn-out et tout ça, je connais les notions. Vous avez reconnu ce que vous plaidiez, quoi. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, oula, c'est au-delà de mes capacités. Et donc, je suis allée voir mon médecin acupuncteur, parce que je me fais faire des petites piqûres que j'adore. Et donc, on a fait une séance là-dessus, et elle m'a confirmé qu'effectivement, c'était de l'épuisement professionnel et qu'il fallait que je lève un peu le pied. Mais je m'en étais pas... comme quoi, je comprends, on se fait piéger soi-même. Je ne m'en étais pas rendu compte que j'allais au-delà de ce que je pouvais faire, qu'il fallait que je me pose et que... Voilà. Donc, j'en ai pris acte, et puis j'ai levé le pied pendant quelques temps pour récupérer, quoi. Ça voulait dire quoi, lever le pied? Ça veut dire qu'au lieu de travailler 10 heures par jour, 5 jours par semaine, j'ai fait un peu moins pendant quelques temps, mais c'est tout. C'est revenu après. C'est pour ça que je pose la question. Voilà. Oui, parce que c'est difficile. On sait bien dans nos métiers, c'est pas facile. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas comment on peut faire pour dire...
tiens, je vais travailler à mi-temps. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le mi-temps. Moi. Hein, je crois que soit on arrête son activité, soit on fait autrement, soit... Voilà. Mais c'est difficile. Hein. Quand on est... Ou alors, il faut qu'on ait, quelqu'un qui va pouvoir, en chiffre d'affaires et autres, se substituer à vous. Ouais, donc, c'est pas si facile. Parce que quand on a... On est chef d'entreprise, donc on a des collaborateurs, on a des salariés, on ne peut pas non plus dire tiens, finalement, je ne viens pas bosser, quoi. Puis je ne vais pas facturer, puis à la fin du mois, c'est pas grave, on verra bien ce qui se passe. Voilà, c'est pas jouable comme ça, on le sait bien. Les professions libérales, on sait bien. Donc bon, ça se prépare, ça se règle autrement. Et quand votre deuxième association s'est terminée, enfin du coup non, quand votre association s'est terminée, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a une dizaine d'années, c'est ça? Oui, c'est ça, il y a 2007, donc ça fait 13 ans. Comment vous avez rebondi? Sans problème. Pareil, les clients sont restés. Absolument. Et donc ça a juste été un changement de cadre. Oui, ça a été un changement de cadre et très vite, je me suis réassociée en 2010. Parce que moi, ma conception, c'est quand il y a du travail, il faut faire travailler les gens. C'est-à-dire que moi, j'ai du travail et dès que j'en ai, je fais venir les gens pour qu'on travaille avec. Voilà, c'est ma conception des choses. Donc, m'associer n'a pas été un problème. Au contraire, je cherchais à pouvoir travailler à plusieurs, quoi. Et c'est l'association actuelle? Oui. Donc d'avocate? Oui, d'avocate. Voilà, c'est ça. Et la question s'est posée de dire cabinet d'avocat? Alors, la question s'est posée, en tout cas, pas à ma connaissance. C'est-à-dire que quand mes associés ont adhéré à cette position-là. J'ai pas eu de demande, en tout cas, en me disant ça nous pose un problème ou autre, etc. J'ai jamais eu ça. Après, quand je serai partie, et ce sera peut-être autrement, je ne sais pas. On verra bien. Non, mais vraiment, ça attire beaucoup ma curiosité, ce truc. Ah oui. Et ça devrait pas, hein, c'est bête. Mais parce que donc c'est une feuille imprimée qui est sur votre porte, et même au rez-de-chaussée. Ouais. Et donc je suis en train de visualiser l'écriture de cette page Word en format paysage, avec en lettres majuscules, gras, grande police, parce que du coup c'est comme ça remplace un panneau d'indication. Je suis en train de m'imaginer en train de taper cabinet d'avocat et vous voyez, au moment de mettre le E un peu en mode orthographe. C'est stupide, alors qu'en plus moi j'ai toujours été pour la féminisation des titres. Pour moi il n'y avait pas de doute que sur ma carte professionnelle, en plus c'était déjà l'époque où on pouvait choisir avocate en s'inscrivant, alors que je crois comprendre que ça n'a pas toujours été le cas. Oui. Bref, donc c'est pas du tout... c'est juste que j'ai tellement jamais vu ni entendu de cabinet d'avocate que j'ai pris une photo. Bref. Et donc du coup, je suis en train de vous dire, et je me demande à quel point ça n'a pas été une sorte de rassemblement politique. Bon, alors est-ce qu'on le met ce E ou pas? Vous alors, voyez ce que je veux dire? Non, chez nous, non, ça n'a pas posé de Vous avez juste mis le E, et voilà. Alors, est-ce qu'elle pensait tellement, c'était tellement évident que ça ne posait pas débat en ce qui me concernait, qu'elles se sont dit, c'est même pas la peine de lui en parler. Oui. C'est possible, mais ça n'a jamais fait débat. Par contre, j'ai fait des émules. Par contre, ça, vous avez raison. C'est-à-dire que je sais qu'il y a un certain nombre d'avocates qui se sont autorisées à mettre avocate parce qu'elles savaient déjà qu'il y en avait, notamment moi, qui l'avais mis. Et d'autres, je ne suis pas la seule. Peut-être que vous allez contaminer, mais bien au-delà de Poitiers, grâce à Fleur d'Avocat. Qui n'est pas Fleur d'Avocate, je précise quand même, parce que j'honore une mixité parfaite dans Fleur d'Avocat. Mais non, mais c'est vrai, je suis très sérieuse. Ouais. Non, il n'y a pas... Et alors, dans la même veine... pendant l'exercice de mon bâtonnat, je me suis fait appeler bâtonnière et pas bâtonnier. Et là on est à contre-courant. Là c'est loin d'être passé dans les mœurs. Ouais.
Mais ce qui est drôle, c'est que comme on est très codé dans notre profession, toute la magistrature, tous les magistrats m'appelaient Madame la bâtonnière, puisque c'était mon titre, c'est ce que j'avais demandé. Voilà. Et finalement, aujourd'hui, on continue à m'appeler, les confrères ici continuent à m'appeler Madame la bâtonnière. Il viendrait à l'idée de personne de m'appeler Madame le bâtonnier. Ouais. C'est rigolo. Ouais. Comme quoi, finalement, les choses se font de manière assez... Mais encore une fois, et ça rejoint à ce que je vous disais, il faut sentir qu'il y a une détermination, pas obsessionnelle, mais claire, ferme. En disant, bah non, c'est comme ça, il n'y a pas de choix. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Et comment vous projetez vos prochaines années d'exercice ? Alors, est-ce que ça a fait un moment maintenant que vous exercez ? Oui, bah justement, je suis plutôt vers la fin là. Ouais. Hein, je suis en train de voir comment je vais pouvoir quitter. Il vous reste combien d'années à peu près Oh ben là, je peux m'arrêter demain. Vous pourriez vous arrêter, vous avez vos droits à la retraite. Oui. Vous faites, je pense, des grands jaloux parmi des confrères qui nous écoutent. Ben, évidemment. Je rigole, mais bon, cette période de crise. Mais bien sûr, c'est pour ça que moi je considère que je fais partie d'une génération gâtée. Vraiment. Parce que moi je suis arrivée juste après les années, j'avais 12 ans en 68. Je suis arrivée à faire toutes mes années d'études, d'apprentissage, etc. Dans l'opulence. Quelque chose, voilà, on ne se posait pas de questions. Et j'ai fait toute ma carrière aussi comme ça. Donc vraiment, moi j'ai conscience d'être une enfant d'une génération gâtée par rapport à ça. Hein. C'est pour ça que... le message, c'est vraiment... de dire, quand je vois moi quelqu'un, un jeune avocat ou une jeune avocate qui arrive, franchement je lui dis bienvenue, allez-y. Après, attention aux erreurs de casting, c'est tout. Hein, attention à ne pas se tromper, de ne pas avoir une conscience claire de ce qu'est ce métier, indépendamment du contexte. Il est quand même particulier ce métier. Voilà. Mais à partir du moment où on a cette conscience et qu'on a envie, allez-y, franchement, allez-y, bienvenue. Surtout que comme moi, quand j'ai démarré, on me disait déjà qu'il y avait trop d'avocats. Hein. Donc, oui, je pense que ça, c'est un truc qu'on dit toujours. Et pour en revenir à comment vous vous projetez, enfin, vous êtes en train de... Alors là, oui, je suis en train de voir comment je vais pouvoir quitter la profession. Et puis, là, je vous disais, je suis en train de me former à la médiation. J'ai des projets. J'ai des projets pour justement toujours essayer d'être... Alors de quitter quand même le métier en lui-même parce qu'il est très... Plus envie de travailler 60 heures par semaine, moi ça va, là, ça commence à durer un peu. Mais continuer à être dans quelque chose qui puisse apporter à la profession. Donc là, je suis dans des projets de structurer quelque chose au niveau ordinal pour les modes alternatifs. Faire des sortes de boîtes à outils, des choses comme ça, pour réfléchir, pour comment, parce que dans notre profession en tout cas, les judiciaires, les avocats du judiciaire, on voit bien, en tout cas des gens comme moi, qu'on se recule là, on voit bien que notre activité, il faut qu'elle se développe en dehors des palais, parce que là les juges sont de plus en plus, on est sur des phénomènes de restriction, hein, ça devient de plus en plus compliqué de saisir un juge pour les gens, procéduralement, au niveau des coûts, au niveau de l'accès. Et puis à côté de ça, on a un développement, une privatisation un peu de la justice, on va externaliser les conflits et tout ça. Et donc moi, ma conviction, c'est que nous avons, nous, un avocat, profession réglementée, un savoir-faire important au service des gens. On a une déontologie, on sait ce que c'est le conflit d'intérêts, la confidentialité, on sait ce que c'est la modération, on sait tout ça. Et donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux avocats d'avoir une activité où on les aide à avoir cette activité, à faire un peu cette transition-là, de pouvoir à la fois rester dans les palais, mais aussi travailler en dehors des palais, en offrant un minimum de sécurité pour les gens, et de lisibilité, et puis de le faire localement, puisqu'on a un problème d'ancrage territorial, bien sûr. Hein, si on ferme les palais, si on n'a plus la postulation qui, à mon avis, va arriver, il faut quand même qu'on puisse
travailler près de chez soi et offrir une prestation aux gens près de chez soi. Voilà. Donc ça, c'est intéressant comme réflexion. Donc un autre type d'investissement dans la profession. Voilà, plus distancé, mais en étant quand même encore dans ce domaine-là. Mais plus distancé quand même. Et puis mes filles n'ont pas encore fait de petit. Je leur dis pourtant, moi je suis prête. Mais elles me disent non. Insupportable les mamans comme ça. Moi, ma mère a lâché le morceau, elle a arrêté. Ah ouais, elle a dit ça y est. Non, mais je pense que je sais pas si c'est qu'elle s'est fait une raison. Bon, moi après, bon, les auditeurs vont en savoir beaucoup trop sur moi à force, mais comme j'ai jamais été très portée sur les enfants, je pense qu'elle a jamais trop placé d'espoir dans le fait d'être grand-mère à travers moi. Ouais. Mais bon, même avec ma soeur, je pense qu'elle a commencé à... Bref, peu importe. Mais bon, franchement, les mamans comme ça, c'est pas sympa. Hein. Non, c'est vrai. Ça pèse, mais j'ai toujours dit à mes filles... Vous n'avez pas de peau, parce que vraiment, vous avez des parents pas très légers, quoi, finalement. Vraiment pas très légers. Mais bon, les chiens ne font pas les chats, elles ont une capacité de défense aussi. Ouais, quand même. Ouais, c'est ça. Non, parce qu'elle m'a dit, écoute, t'es gentil, mais nous, non, on n'est pas prête, alors voilà. Et puis, vous avez raison, parce qu'en fait, comment dire... c'est une telle... là aussi, c'est une telle pression sur les femmes qui est pas acceptable, quoi. On vit sa vie, on fait ce qu'on veut. Quoi. Bah ouais. Bah oui, c'est grave. Ça. Non mais c'est vrai, il compense. Là, je suis arrivée à la maison, enfin je suis passée par la maison avant de venir vous voir. Et mes parents se mettent à faire des cours d'anglais, donc voilà, c'est formidable. Moi, je trouve que la silver economy des CSP+, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant, quoi. Absolument. Vraiment, c'est... Mais ouais. on est une génération qui a le pouvoir d'achat, on est nombreux. Voilà, hein, c'est sûr. Oui. Est-ce que toutes ces années, si vous revenez un peu en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment ? Oui. Je pense que j'ai découvert tardivement des outils de relation avec les gens. Et ça, je pense que si j'avais été formée avant... je pense que j'aurais certainement été... il y a des erreurs que je n'aurais pas commises. Vous pensez à quoi ? Aux relations avec les gens. Par exemple, moi je m'entends, je me souviens avoir eu un discours extrêmement dogmatique, idiot, à l'égard des gens. Avoir un discours culpabilisant, en disant enfin madame ou enfin monsieur, vous auriez dû, etc. Des choses que jamais aujourd'hui je ne ferais. Mais ça, je me souviens de ça. Je me souviens, je vais vous faire rigoler aussi une anecdote que j'avais faite, où j'étais d'une naïveté totale. Il y avait les gentils d'un côté, puis les méchants de l'autre, hein, que les choses soient claires, c'était très binaire. Et je me souviens d'une dame qui était arrivée, à l'époque, je faisais du secrétariat dans le cabinet d'avocat où j'étais, une dame qui était venue, je me souviens encore de cette femme, très gênée, très, très embarrassée, et qui me dit j'aimerais bien que maître un tel, c'était un des associés, vienne voir mon fils quand même parce que là ça devient compliqué et tout. Et moi, du haut de mon incompétence totale et de ma prétention totale, je lui dis enfin madame, votre fils il peut pas se déplacer. Ah ben non, il est en tôle. Donc j'étais effondrée. Jamais dans mon univers à moi je n'avais pensé que je savais bien que la tôle existait, que la prison existait, mais jamais, voilà. Et donc, je me souviens de ça, de choses comme ça, et là encore, je m'en suis rendu compte, mais je pense que j'ai dû faire des trucs épouvantables comme ça aux gens, des erreurs fondamentales. Et je pense que si j'avais été formée... un travail d'empathie, quoi. Un travail d'empathie, ce qu'on apprend aujourd'hui, l'écoute active, les choses comme ça... Ce que vous apprenez chez Fleur d'Avocat, notamment, dans les formations. Voilà, la communication non violente, des choses comme ça, très importantes, la reformulation, des choses comme ça, nécessaires, indispensables, je trouve, pour nos métiers. Ça fait partie des choses qui doivent être... Parce que c'est un tel outil, c'est tellement quelque chose d'important pour soi et pour son entourage, que voilà, ça vraiment c'est un regret.
C'est un regret parce que je pense que si j'avais été formée à ça, ou en tout cas si mon esprit avait été ouvert à ça, je pense que j'aurais travaillé différemment. Oui, sûrement. J'aurais pas fait les boulettes que j'ai fait. Je suis sûre d'avoir blessé des gens dans mon exercice professionnel sans le vouloir, mais je suis sûre de l'avoir fait. Alors là, vous faites référence à des boulettes humaines, relationnelles. J'allais aussi vous demander si vous avez un dossier boulette. Un dossier boulette. Un truc dans lequel vous auriez fait une erreur impardonnable. Est-ce qu'un jour vous avez dû mettre en œuvre votre responsabilité professionnelle? Alors, oui, c'est arrivé une fois, dans le dossier des 600 salariés. Ah ouais, dans les dossiers des 600 salariés, il y a 3 dossiers où il y a une boulette. Alors, c'est une boulette, c'est pas moi qui l'ai faite à titre personnel, c'est une boulette de secrétariat, enfin bon, ça revient au même. Où là, j'ai dû effectivement faire une déclaration de sinistre. Mais bon, ça m'a pas mis en vrac, quoi. J'ai pas eu le truc où je me suis dit, oh, mais c'est horrible ce que j'ai fait, c'est affreux, ça y est, c'est foutu, c'est machin, j'en dors pas et tout, etc. Ça, j'ai passé entre les gouttes. Ça, j'ai pas eu. J'en ai peut-être fait sans que je le sache, mais en tout cas, ça, boulette professionnelle, j'ai pas eu. Il y a une fois où j'ai dû me déporter d'un dossier parce qu'il était trop difficile. Ah oui. Oui. J'ai eu une Qu'est-ce qui défense. était trop difficile? Je n'arrivais pas à. C'était une cour d'assises où ma cliente était. Avait fait il y avait une tentative non, c'était un viol, je crois, ou un truc, etc. Et cette femme me contaminait. Elle m'envahissait complètement. Et je n'arrivais pas à m'en défaire. Je ne sais pas comment dire. Et je me suis dit, je ne peux pas assumer cette défense-là. C'est pas possible. Ça m'envahissait trop. Et donc j'ai demandé à un confrère de prendre le dossier. Et il l'a pris à ma place. Donc c'est quelque chose que vous recommanderiez, les dossiers qui envahissent trop de les... Ah oui. Enfin, moi je l'ai ressenti comme ça. Non, mais c'est très personnel comme conseil, ouais. Mais ça peut être un conseil. C'est ça. Moi je pense que si on n'a pas la distance suffisante à l'égard de la personne que l'on doit défendre, si on est trop collé, si on est trop fusionnel, si on est trop envahi, on ne va pas faire du bon boulot, c'est ma conviction. En plus, c'est douloureux pour soi. On n'est pas payé pour souffrir comme des tarés. Et en plus, on ne va pas faire du bon boulot. Ouais, ça, on peut le rappeler. On n'est pas payé pour souffrir comme des tarés. Oui, c'est ça. Non, mais parce que moi, je vois beaucoup d'avocats qui sont dans cette souffrance, quoi. Vraiment. Non. Il faut garder une relation professionnelle. Toujours. Dans le milieu professionnel, on garde une relation professionnelle. Et on n'est pas payé pour souffrir comme une tarée. C'est vrai dans notre métier, c'est vrai. Il n'y a rien qui justifie, il n'y a aucun boulot qui justifie qu'on soit mal comme ça, quoi, et qu'on atteigne sa propre santé par rapport à ça. On a dans notre profession quand même des gens qui font des burn-out, qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes voilà, on voit bien d'où ça vient. Et ça non, ça c'est non. Il n'y a rien qui justifie ça. Donc ça, je me souviens de ce dossier-là. Et j'ai mis du temps à identifier pourquoi j'étais mal comme ça. Et j'étais dans la culpabilité en disant mais je ne peux pas laisser cette femme quand même, qui est venue me voir et tout, etc. Donc on est dans ce rapport-là. Et ce qui m'a fait dire si je peux, c'est que j'étais convaincue que c'était son intérêt à elle que je me sauve de ce dossier-là. C'est ça qui m'a fait accrocher à l'idée et qui m'a préservé de mon image de moi aussi, c'est de dire je ne vais pas aider cette femme. Je vais aller, grosso modo, je vais pleurer avec elle, ça n'a aucun intérêt. Elle n'a pas besoin d'un avocat qui pleure avec elle ou qui crie avec elle, ça n'a aucun intérêt. Elle a besoin d'un avocat ou d'une avocate qui la défende, qui soit en capacité de servir ses intérêts. Si je pleure avec, ça ne sert à rien, quoi. Voilà. Par contre, ce qui a été difficile, ça a été comment je fais ça, comment je dis ça, comment cette femme qui me contaminait, mais qui en même temps me contaminait parce que ça lui faisait du bien aussi de me contaminer, comment on fait cette césure, là, comment... Pas facile. Est-ce que vous avez une source d'inspiration ? Je sais pas ça. Je saurais pas répondre à cette question. Ça peut être un livre qui vous a beaucoup plu dernièrement ou...
Je sais pas, un mouvement qui vous a inspiré. Bon, je ne saurais pas dire, je lis beaucoup, j'adore ça. Je vais beaucoup au cinéma, j'adore ça. J'ai eu des livres qui m'ont décilé, on dit, comme on dit. Mais un particulier, non, je ne saurais pas. Je ne saurais pas vous dire. Et quelle est votre dernière joie? Ma dernière joie... joie, hein. Joie. Joie, hein, une vraie joie. Hein. Ben, ma dernière joie, c'est tout bête, c'est lorsque une de mes filles, alors vraie joie, hein, c'est comme justement une de mes filles m'a dit je m'éclate dans ce que je fais, je suis heureuse dans ce que je fais. Ça a été une vraie joie, ça, parce que je me suis dit, avec beaucoup d'orgueil, évidemment, je me suis dit, ah bah, avec son père, on s'est dit, bah, ouais, on a réussi ça, c'est quand même cool. C'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Ça, c'était une vraie joie de la voir, heureuse de faire ce qu'elle fait et tout. Ça a été un vrai bonheur. Ouais. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe? Qu'est-ce que je porte sous ma robe? Alors, je pense surtout à la robe d'avocat. Bah oui, ça je m'en doute. On se souvient tous de la réponse de Jennifer Alter à cette question, et ceux qui ne s'en souviennent pas vont aller écouter l'épisode de Jennifer Alter, qui est formidable. Mais en tout cas, vous... Qu'est-ce que je porte sur ma robe? Sous ma robe. Qu'est-ce que je porte sous ma robe? Bah, je porte... Sur ma robe, je porte la défense, mais sous la robe, c'est une vraie question. La robe. Ça, je me la suis jamais posée, cette question. Qu'est-ce que je porte il était temps que je vienne. Bah oui. Qu'est-ce que je porte sous ma robe? Ah, vous me posez une colle. Je sèche. Je peux couper le silence, c'est pas un problème. Vous pouvez prendre du temps. Qu'est-ce que je porte sous ma robe? Non, je suis vraiment désolée, mais là, cette question... Ah non, mais je n'accepterai pas une non-réponse d'une ancienne bâtonnière, d'une bâtonnière d'ailleurs. Vous gardez votre titre. Qu'est-ce que je porte sous ma robe? Vous êtes plutôt robe, vous êtes plutôt jean. Ah, c'est dans ce sens-là. Non, c'est dans tous les sens. D'accord. J'ai eu un costume ou un jean et des baskets, comme j'ai eu la volonté farouche de lutter contre l'injustice. J'ai tout eu avec cette question. Je veux votre version de la réponse. Là déjà, je vous en dis trop, je devrais pas vous dire. Mais oui, vous avez raison, parce que là, je cherchais, mais j'allais juste en dire, c'est moi sous ma robe, quoi. Il y a personne d'autre, hein. Il n'y a pas d'autre personnage que moi sous ma robe. Et ben voilà. Bah voilà, c'est ça. Merci beaucoup Françoise Arthur. De rien, c'est un plaisir. Alors pour vous qui avez le courage d'être encore là après 1h20 d'interview, j'ai une petite surprise, c'est assez inhabituel, mais Françoise m'a raconté des histoires de robes et donc je vous les mets en bonus ici en fin d'interview et j'espère qu'elles vous plairont. Voilà, à la semaine prochaine. Je remets le micro exceptionnellement, ça n'est jamais arrivé parce que 3 aventures avec la robe viennent de revenir à Françoise Arthur. Alors elle va nous le raconter. J'ai eu 3 aventures, je vous jure que c'est vrai. Un jour, je suis chez moi, c'est un 14 juillet, et je reçois un appel téléphonique de Poitou Contrôle. Poitou Contrôle, c'est la boîte qui prévient les avocats les samedis, les dimanches, quand ils sont de permanence et qu'il faut qu'ils aillent en garde à vue, à droite, à gauche, etc. Bref. Et donc, je reçois un appel, et 14 juillet, et j'entends, ici, c'est Poitou Contrôle. Et immédiatement, je dis, je ne suis pas de permanence, foutez-moi la paix. Et alors, il me dit, non, c'est pas pour ça qu'on vous appelle. C'est parce que c'est le commissariat de Lourdes qui veut vous joindre. Et immédiatement, je me dis, ça c'est pas mal, et je cherche quel est le confrère qui veut me faire une blague. Alors je dis, mais bien sûr, le commissariat de Lourdes, sans doute pour des pneus neufs ou quelque chose comme ça. Alors je dis, écoutez, je sais pas, voilà. Donc il me donne un numéro de téléphone. Bon. Et évidemment, moi, il faut pas me pousser beaucoup à jouer, je suis prête à jouer toujours, moi. Donc j'appelle.
Et ça décroche et j'entends allô, ici le commissariat de Lourdes. Et je me dis, putain, ils sont bons quand même comme blague, c'est pas mal. Ils tiennent le mensonge. Ils tiennent le truc. Et je dis, ben voilà, bonjour madame, je m'appelle Françoise Arthur, je suis avocate. Ah oui, bonjour maître. Et là, je me dis, oh là, ça doit pas être une blague. Et j'entends qui était une gendarme, au commissariat, une policière, qui me dit, est-ce qu'on vous a volé votre robe? Alors je dis, voler ma robe? Je dis, ben non, je crois pas. Alors, non, mais on vous dit ça parce que nous avons interpellé une femme dans le train de Poitiers à Lourdes et elle avait votre robe. C'est quoi ce truc? Bref, puisque quand même on va pas y passer la nuit. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'était une cliente de mon associé à l'époque qui était poursuivie devant le tribunal correctionnel et qui s'était échappée, enfin qui était partie. Elle n'était pas détenue, mais elle comparaissait libre, mais elle était partie. Elle était passée par la salle des avocats et elle avait pris ma robe dans mon vestiaire. Et elle était partie, elle était montée dans un train avec ma robe sous le bras. Histoire incroyable. Bah oui. Et donc elle a été interpellée, contrôlée dans le train, elle n'avait pas de billet. En plus, elle était un peu perturbée comme cliente. Et donc c'est comme ça qu'ils avaient retrouvé ma robe. Et alors l'histoire ne se termine pas là parce que la policière me dit, bon, est-ce que vous voulez déposer plainte? Et alors je dis, non. Enfin, il y a un avocat qui dépose plainte contre ce client. Non, a priori ça va pas le faire. Donc je dis non. Par contre, ce qui me préoccupe, c'est de savoir comment je vais récupérer ma robe. Et là, elle me dit, oh, pas de problème, je vous la mets et je vous l'envoie par la poste. Alors, je dis, écoutez, madame, vous êtes vraiment super sympa. Et du coup, je raccroche. Et j'envoie à cette femme un bouquet de fleurs pour la remercier, etc. Et je reçois ma robe, effectivement, peu de temps après. Et la policière me rappelle pour me remercier pour le bouquet de fleurs. J'ai dit, écoutez, madame, franchement, vous ne vous rendez pas compte, cette robe qui a été jusqu'à Lourdes et qui est revenue, je dis, moi, depuis que je la porte, je me sens transformée, il y a quand même quelque chose. Et elle me dit, vous avez raison, on aurait pu l'emmener à la grotte et on l'aurait fait oindre. Donc ça, c'est ma première histoire de robe. Ma deuxième histoire de robe, je suis aux assises et je vais... alors là, il faut avoir un peu le visuel. Je suis aux assises, je suis partie civile pour une affaire de meurtre, je ne sais plus laquelle, peu importe. Et j'arrive un peu à l'arrache, comme toujours. Je prends ma robe au vestiaire et je file à la chambre du conseil pour saluer les magistrats. C'était le premier jour pour saluer les magistrats, comme on fait, comme c'est la coutume, magistrat de la cour d'assises. Donc je cours et j'enfile ma robe en même temps. Et en enfilant ma robe, au moment où j'arrive devant le président pour le saluer, j'ai une main qui est en train d'essayer de boutonner ma robe. Et donc là, parce que les boutons sont là, donc j'essaye de boutonner ma robe. Et là, sous mes doigts, je sens des choses pas normales. Je me dis, c'est quoi ce truc? Nous sommes en une fraction de seconde. Et je suis devant le magistrat. Et là, je regarde, et quelqu'un m'avait mis, les petits boutons sont noirs, il m'avait mis des boutons fraise tagada. Donc j'avais une fraise, un citron, une framboise, un truc pétant. Je regarde ça. Et je vois le magistrat, heureusement que je connais depuis longtemps, éclater de rire. Il disait, mais alors, ça c'est une nouvelle mode. Ça, maître Arthur, vous nous l'aviez pas encore fait. Non, c'est ça. Et après, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, je repars dans l'autre sens. J'écoute, je sais pas, je comprends pas. Donc, mais il faut évidemment que je me débarrasse de ça tout de suite, parce que ça se voyait quand même, ça faisait pas très sérieux. Je mets la main dans la poche, parce qu'on a une poche. Et il y avait des fraises tagada. Non, je mets la main dans la poche, et là, je sors un papier plié en 4, un petit nécessaire vous savez, de couture avec du fil et une aiguille, etc. Et 2-3 boutons de robe, des petits boutons noirs. Et le petit mot, je l'ouvre, et c'était une copine avocate qui me dit, je pense que cette fois, tu vas faire ce qu'il faut pour mettre des vrais boutons à ta robe. Parce qu'on avait eu une conversation peu de temps avant, et elle m'avait dit, écoute, regarde ta robe, c'est pas possible. Parce que vous savez, les robes, à force, là, la mienne, elle est presque en lambeaux, enfin bon, elle a plus beaucoup de machin. Et donc, elle avait la veille, elle était venue, elle avait mis des petits boutons pour me contraindre à les enlever et à remettre des vrais boutons. Voilà. Il faut le faire quand même. Et elle n'a jamais pensé que j'arriverais à l'arrache et que ça se passerait comme ça. Voilà, ça c'est ma deuxième histoire.
Et la dernière histoire de robe, c'est un dossier d'assises. Alors celui-là qui était plus compliqué parce que c'était un infanticide et je défendais la mère infanticide. Et la veille, je vois le concierge du palais. C'est pour ça que je vous dis on était sur des relations complètement différentes. Le concierge du palais qu'on connaissait depuis longtemps. Et il me dit, écoutez votre rabat, petit rabat blanc. Écoutez votre rabat, franchement. Et je le regarde, je dis, oh la vache, vous avez raison, il est dégueulasse, il faut faire quelque chose et tout, etc. Et le lendemain matin, je reprends ma robe et mon rabat est repassé, est propre et machin. Le concierge s'en est occupé. Ouais. Et je vais le voir et je lui dis, enfin, et moi je ne pense pas que c'est lui. Et je lui dis, enfin, c'est incroyable, mon truc est tout propre, machin. Je pensais que c'était plus ma copine au bouton qui m'avait fait ça. Voilà. Donc une sacrée ange gardien quand même, voilà. Votre copine. Hein. Et donc du coup, finalement, c'est lui après, enfin j'ai été voir sa femme, et puis je lui ai dit, c'est lui qui a fait ça? Il me dit, bah oui, c'est lui. Voilà, ça c'est ma 3e histoire de robe. Vous voyez comme quoi? Tout ça pour une robe. Tout ça pour une robe. Ma préférée, c'est quand même celle de Lourdes. Ah oui, là, elle est quand même pas mal celle-là. Gratinée. Elle est gratinée celle-là. Merci encore.